Bonjour chers amis d'Afrobuzz, Jamena. Nous retrouvons aujourd'hui Monsieur Patéo pour une interview. Monsieur Patéo, vous êtes né de parents agriculteurs. Comment a été votre enfance en tant qu'agriculteur? Enfant d'agriculteur, c'est pas des grands planteurs, mais c'est de cultiver. Nous cultivons le mil, le maïs, le sorgho, le haricot, enfin, tout ce qui s'ensuit, hein, tout ce qui est produit de la terre, en tout cas à ces niveaux-là. En mai 1969, vous avez quitté le Burkina pour la Côte d'Ivoire. Quelle a été la raison de ce départ? Bon, c'est une raison très simple. Hein. Quand on est né au village, bon, après l'école primaire, bon, on arrive à un niveau, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès aux écoles supérieures, qui très souvent c'est coûteux pour les parents, hein. Et puis aussi le village devient restreint par rapport aux besoins de la jeunesse, hein. On commence à être grand, moi j'avais quoi, 14-15 ans. Donc on commence à voir grand, on commence à voir autre chose. Et puis on s'est dit au village on ne peut pas l'obtenir. Donc ça vous pousse forcément à partir. Je suis parti comme ça. Et puis bon, pour arriver à Abidjan, ça m'a amené comme ce qu'on appelle apprenti tailleur. Voilà comment ça a commencé. Vous avez commencé votre carrière professionnelle et solo en 1977 après avoir rencontré Odette Soyer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Oui, vous vous êtes informé en fait. Bon, disons que c'était ma première. Alors à l'époque, hein, il faut dire que la mode, elle était pratiquement inexistante. Hein, ce qu'on appelle la mode africaine aujourd'hui, elle était inexistante. Alors aujourd'hui, mais je tire mon chapeau quand même à la télévision parce qu'en fait, les journalistes de la télévision ivoirienne ont quand même découvert très tôt et après avoir pu suivre quand même les études de la mode, hein, l'apprentissage. Hein. J'ai fait d'abord 9 ans d'apprentissage, 6 ans d'adaptation. Vous voyez, comme c'est long, c'est après 15 ans que les gens ont commencé à me découvrir réellement. Après ces 15 années-là maintenant, alors en ce moment-là maintenant, on a commencé à me découvrir et c'est là que j'ai passé ma première télé avec Odette Soyer. Et après ce passage à la télé, c'était une chose rare à l'époque, hein, de voir un jeune couturier dont on dit bon celui-là, et puis vous présentez vos vêtements, c'est très curieux et les gens étaient curieux de voir ce que j'ai présenté et du coup ça m'a amené du monde. Et aussi, ce monde-là qui arrive, c'est un couteau double tranchant quand même, parce que quand les gens arrivent, en même temps que vous n'êtes pas prêt à les laisser voir, c'est-à-dire pas sur le plan professionnel, mais sur le plan comment respecter les rendez-vous, comment finir les choses bien, comment suivre, bien orienter les rendez-vous, c'était difficile. Et aussi, on n'avait pas encore des gens qui étaient formés, qui pouvaient m'aider à travailler. Donc j'étais seul face à tout ça. J'avais que deux jeunes frères qui étaient avec moi, mais ils n'étaient pas encore formés, c'était aussi des apprentis. Donc du coup, on dit oui parce qu'on pense que si vous dites non, le client ira ailleurs. Alors vous acceptez tout en ignorant qu'on ne peut pas tout finir en même temps. Voilà, et puis c'est le contre-coup, voilà. C'est le côté un peu revers de la chose, quoi. Voilà. Depuis que vous avez remporté le ciseau d'or en 1987, vous êtes devenu l'un des plus grands couturiers d'Abidjan. Comment est-ce que vous vivez ce succès? C'était difficile. Contrairement à ce que les gens pensent, le succès d'un couturier, très souvent, ce n'est pas la gaieté de joie. Enfin, disons que ce n'est pas la gaieté du cœur, je veux dire, mais c'est un peu... Le succès, peut-être, c'est les autres qui le vivent. Vous êtes même angoissé, parce que vous avez... Votre souci, c'est de comment respecter les rendez-vous, comment satisfaire tout ce monde qui arrive, comment vous en sortir, comment finir ce qu'on vous donne, comment faire ce que vous surpassez pour faire toujours ce qui est bien. Donc, en même temps que les gens pensent que c'est un succès, vous, c'est un problème. En tout cas, pour moi, c'était un problème. Parce que je me suis retrouvé avec beaucoup de monde en face et je n'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que vous n'avez pas formé encore des gens, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, une seule personne, vous voyez,
Et vous ne pensez même pas à recevoir, vous êtes dans votre coin à 13 villes, hein? Vous avez peut-être 2-3 machines, hein? Vous êtes habitué à coudre les habits de votre entourage. Et du coup, vous avez une femme responsable qui arrive, soit un ministre ou une femme des ministres qui arrive, ou bien même un directeur de société. Ouais, c'est des gens comme ça qui arrivent. Vous êtes même déjà impressionné par la personne qui arrive. Ensuite, vous êtes obligé d'accepter le rendez-vous que la personne vous impose. En même temps, ça vous forme. Vous êtes obligé de vous battre. Travailler jour et nuit. Jour et nuit, je vous assure. Et pour arriver c'est une expérience incroyable. C'est encore beaucoup plus même que l'apprentissage. L'apprentissage, vous suivez les règles de votre maître, les rendez-vous de votre maître, les conseils de votre maître. C'est comment il vous apprend. Mais si vous êtes seul face à ça, vous êtes seul aussi à subir tout ça. Et ça, c'est pas forcément un succès que vit vraiment le couturier. Le couturier voit ça autrement. Peut-être de l'autre côté, les gens pensent que c'est un succès. Voilà. Vous avez créé une marque qui porte votre nom, Patéo. Comment se porte-t-elle sur le marché? C'est aux gens quand même de le dire. Moi, c'est que je continue de travailler. Je sais que c'est difficile. Et je sais que chaque jour, il y a un effort qui doit être fourni. Chaque jour, il y a des recherches. Chaque jour, je sais ce qu'il reste à faire. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a un parcours qui a été fait. C'est vrai que par rapport à certaines personnalités, ça nous a poussé, en tout cas beaucoup plus vers l'avant, tel que le président Mandela, hein, et puis tant d'autres personnes qui ont porté notre marque, qui ont fait que le monde nous connaît. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser le bras. Comme m'a dit Paco Rabanne, tous les couturiers vont mourir la paix des yeux à main. Donc nous nous battons toujours en pensant toujours qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est vrai. C'est un peu de que la marque se porte bien, même très bien. Mais ce qui reste à faire aussi est énorme. Voilà. Vous êtes burkinabé et vous avez construit toute votre carrière en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous sentez plus ivoirien que burkinabé ou le contraire? Bon, j'ai l'habitude de dire que je suis burkinabé de naissance, d'origine burkinabé. Et d'adoption ivoirienne. Je suis plutôt africain. Là où je suis là, on est à Djamena. Et Djamena, je connais beaucoup de monde. Si je suis à Douala, c'est pareil. Si je suis à Dakar, c'est la même chose. Je parle jusqu'au... Je ne sais pas. Non, je suis plutôt africain. Je suis un créateur africain. Parce que la mode, elle n'a pas de... Je parle de mode dans ma marque. La mode, elle n'a pas de territoire. Elle n'a pas de limite. Elle franchit toutes les barrières, la mode. Voilà. Parce que ce que vous portez, si on va aller chercher l'origine, peut-être que ce n'est pas votre origine. Donc elle vient de quelque part. Donc la mode nous réunit. La mode est vraiment quelque chose qui est un mélange entre tout. Donc je pense que je suis tout simplement africain. Mais vraiment, j'ai beaucoup... je dois tout ce que j'ai eu à la Côte d'Ivoire quand même, parce que j'ai passé tout mon temps en Côte d'Ivoire et j'y suis. Et c'est grâce à la Côte d'Ivoire que beaucoup de gens m'ont connu. Mais je n'oublie pas de mon pays de naissance, parce que si je n'avais pas été né au Burkina, je n'aurais pas été en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes couturiers burkinabés qui se découvrent encore? Bon... Il y a un groupe de jeunes burkinabés qui sont venus chez moi il y a environ 4 mois de cela. Ils étaient 27 d'une association de couturiers burkinabés. C'était des burkinabés déjà formés, chacun avait déjà son atelier de couture et ils sont venus passer 2 semaines chez moi pour se ressourcer comme ils se perfectionnaient. Donc ils sont restés, ils allaient dépassonner des diplômes, ils ont visité des ateliers des autres couturiers à Abidjan. On est allé chez les jeunes Gilles Touré, on a été chez Éloi Sessou, chez Sissin Moïse, on est allé voir Michel Yakis, l'école de couture, on est allé à Iniwax, les fabricants de tissus, enfin, pour qu'ils voient un peu autre chose. Parce qu'on n'a pas ça au Burkina. C'est vrai, ils se battent, mais autrement. Donc ils étaient très contents à leur départ. Et la dernière fois, juste avant la francophonie, j'ai eu à former 10 jeunes francophones venant de différents pays, du Congo, de Belgique, de Maroc,
du Sénégal, du Togo, du Gabon, voilà, et qui sont venus se former, du Burkina aussi, qui sont venus se former chez moi pendant 2 semaines aussi. Et l'OIF a appelé ça édition limitée. Et pendant leur formation, ils sont restés 2 semaines aussi. Alors quand ils ont fini leur stage, on a fait un défilé à Abidjan pour montrer le produit qu'ils ont fait, parce que chacun devrait créer 5 modèles de sa collection pendant le stage. Et je vous assure qu'on a vu vraiment ce qu'on appelle la diversité culturelle. Parce que là, par exemple, elle est au niveau de tracé de centimètre par centimètre. Alors que les jeunes Africains qui viennent du Sénégal, lui, il coupe à main levée, vous voyez un peu. Mais le résultat, c'était quoi? Chacun devrait sortir une collection propre à lui. Et c'était un challenge pour... Pendant 2 semaines, je vous assure qu'ils ont présenté un produit extraordinaire. Et devant le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes. Ensuite, cette même collection a été présentée pendant la francophonie à Dakar, devant le président Diouf et puis Macky Sall et autres présidents. Donc voilà, au Grand Théâtre à Dakar. Donc ça c'est aussi autre chose. Donc je peux dire que je dirais que toute la jeunesse de la mode africaine, je pense, de près que tous les pays que je vais, j'ai toujours parlé aux jeunes gens par rapport à la mode. Parce qu'il y a la mode, c'est vrai, mais il faudrait que les jeunes... Nous sommes des Africains, nous ne pouvons pas créer comme les autres continents. Nous devons créer ce qui est utile, ce qui est portable, ce qui est vendable. Nous sommes basés sur beaucoup plus de matières faites, mais ces matières-là, beaucoup de pain tissé. Là, vous avez peut-être entendu parler de Colosso Ardo du Sénégal. Voilà, vous avez vu ce que c'est des pain tissé. Fait main. Vous voyez, c'est vrai que c'est cher et même c'est difficile, mais c'est un choix que nous avons fait. C'est facile d'aller au marché et prendre un tissu et le coudre. C'est très facile. Ou bien ouvrir un catalogue, regarder un modèle coudre. Nous sommes plus dans ces... Non, nous avons une ligne, on a créé une base de travail. Il y en a beaucoup de créateurs africains comme ça. Et les gens ont fini par adopter quand même ça. Pour savoir que ouais, c'est la meilleure voie. Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas être concurrentiels sur le marché européen. Non. Nous avons notre marché et personne ne peut aussi nous concurrencer sur notre terrain. C'est comme ça qu'on a un objectif. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup plus dans les matières tissées, teintées, en tout cas beaucoup plus de matières africaines.